C'est RFI Matin qui se poursuit jusqu'à 10h et à la une du prochain journal, l'offensive de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Les armes qui parlent à nouveau 3 ans après la fin de la guerre. Vous entendrez le témoignage d'une étudiante de Yerevan en Arménie dont la famille se trouve dans la région. La revue de la presse française, à la une ce matin, la venue de Charles III à Paris. Et puis ça nous fera le plus grand bien à tous avant le journal. Le sourire de Maman dans RFI Matin. Mais d'abord notre invité, alors que l'île italienne de Lampedusa fait face à un afflux record de migrants ces derniers jours, que le débat sur la politique migratoire de l'Union européenne a refait surface. Notre invité est Mamadou Mignane Diouf. Il est le coordonnateur du Forum social sénégalais de la plateforme Migration, Développement, Liberté de circulation et droit d'asile. Au Sénégal, on le rappelle, plusieurs naufrages se sont produits au large des côtes ces dernières semaines. Des embarcations tentent de rejoindre l'Europe via les Canaries. Mamadou Mignane Diouf qui répond ce matin à Karine Franck. Mamadou Mignane Diouf, bonjour. Bonjour. Quand vous voyez les images de Lampedusa et de tous ces drames en mer, qu'avez-vous envie de dire ? Oui, c'est vrai, je sentais, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, une détresse en moi, un malaise moral, de constater donc que malgré tous les discours ici et là, on n'arrive pas encore à trouver une réponse, une solution. Et je crois que donc il y a comme une sorte d'abandon de ces personnes par les autorités africaines particulièrement, et cela quand même c'est inquiétant et c'est frustrant. Pour le Sénégal, les chiffres aussi sont importants. Il y a 3 mois, il y a un bateau où il y avait 160 personnes. On n'a sauvé qu'une vingtaine de personnes et nous continuons à faire des recensements. Le Sénégal agit, plus de contrôle et de surveillance du littoral et des mesures répressives contre les convoyeurs. Que pensez-vous de cette politique ? Oui, je crois que le Sénégal était aussi donc en discussion très avancée avec le Frontex, cette force de sécurité de contrôle maritime que l'Union européenne a installée, qui a doté même, semble-t-il, au Sénégal de quelques moyens de canots ou de bateaux de contrôle d'hélicoptères accompagnés d'une présence de policiers de l'Espagne. Mais malgré tout ce dispositif, on constate que néanmoins pratiquement tous les week-ends, souvent les départs c'est les vendredis, samedis et dimanches, tous les week-ends des pirogues partent. Il faut donc vraiment analyser pourquoi, malgré tout ce dispositif, les départs continuent à se faire. Et ce dispositif, ça vous choque ? Un éventuel accord avec Frontex, le président Macky Sall a finalement renoncé, mais les négociations ne sont pas closes. Oui, ça nous inquiète un peu parce qu'on a tout le temps dit à l'Europe, à l'Union européenne, souvent dans les réunions et les rencontres qu'on a avec les parlementaires européens à Bruxelles, on leur a dit que le tout sécurité n'était pas la bonne option. Il ne s'agissait pas donc de débloquer, de déployer tout un arsenal militaire et policier pour régler le problème. Il faut aussi donc analyser les causes profondes dans les pays de départ. À notre avis, donc, il faut que l'Afrique, d'abord, en elle-même se parle. Et c'est là que nous avions proposé d'ailleurs que le Sénégal, qui est un grand pays de départ à partir de ses côtes, puisse abriter une conférence afro-africaine et de sortir de cette réunion-là éventuellement avec un agenda qui permettrait, pourquoi pas, de discuter aussi avec l'agenda européen. On parle toujours de développement local pour fixer les jeunes dans les pays, mais des sommes considérables ont déjà été investies au Sénégal sans aucun effet. Oui, je crois qu'il y a des fonds fiduciaires assez importants qui ont été débloqués, dépensés par l'Union européenne avec certains pays comme le Sénégal. Mais là aussi, la remarque qu'on a souvent faite à nos autorités, c'est de dire est-ce que les mécanismes de financement, le modèle de financement et d'accompagnement, est-ce que tout cela donc a été bien adéquat en rapport avec les jeunes ? Je me suis rendu compte un jour à Agadez que j'y ai rencontré des jeunes, par exemple, qui venaient d'une région de la Casamance naturelle et qui avaient bénéficié de ces fonds-là, mais qui malgré tout ont décidé un jour de tenter de rentrer en Libye. Est-ce que ce thème de la migration va s'inviter dans la campagne électorale en vue de la présidentielle de février prochain, selon vous ? Ah oui. Aucun candidat ne peut échapper au débat sur la question migratoire. On ne peut pas aujourd'hui donc avoir une planification de développement des populations sans aborder la migration, les questions de droit d'asile, de questions de liberté de circulation. D'ailleurs, nous sommes en train de mettre en place un petit cadre citoyen d'interpellation des candidats avec un focus particulier sur comment est-ce qu'ils
s'ils arrivaient au pouvoir après les élections, comment est-ce qu'ils comptent régler la question migratoire? L'échec de nos États a été la gestion de la migration et de la problématique des jeunes. Si on continue les mêmes formules, les mêmes façons de faire, à partir de ce moment, ils pensent donc que dès l'instant qu'on est exclu du système et du partage des biens et des services, la seule alternative qui s'offre à nous, c'est d'aller voir ailleurs. Et c'est là que s'instaurent les risques de voyage dans des conditions abominables que vous savez. Mamadou Mignane Diouf, merci. Le coordonnateur du Forum social sénégalais, invité de Karine Franck, entretien à retrouver sur rfi.fr. 9h-10 à Paris. À la une de l'actualité de ce 20 septembre, l'ONU qui réclame un arrêt immédiat des combats dans le Haut-Karabakh. L'armée azerbaïdjanaise a lancé hier une vaste opération militaire dans cette province séparatiste majoritairement peuplée d'Arméniens. Yerevan dénonce une agression de grande ampleur à des fins de nettoyage ethnique. Les combats ont fait au moins 29 morts, plus de 200 blessés et selon les séparatistes, 7000 personnes ont dû être évacuées. Le roi Charles III entame une visite d'État de 3 jours en France après un premier rendez-vous manqué il y a 6 mois pour cause de grève contre la réforme des retraites, dîner royal notamment ce soir à Versailles. Aux États-Unis, l'ultimatum syndical aux 3 grands constructeurs automobiles du pays. 5e jour de grève dans ce secteur pour des hausses de salaire. Le dirigeant de la principale centrale syndicale donne jusqu'à vendredi à General Motors, Ford et Stellantis pour augmenter leur offre de hausse de 20% des salaires. Et puis le foot, nouvelle soirée Ligue des Champions sur RFI ce soir à suivre en intégralité la rencontre FC Séville-Lens. La revue de la presse française avec vous, Frédéric Couteau, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Et à la une, un roi à Paris. Oui, avec ce grand titre de Libération, Charlie in Paris, inspiré de la série Glamour, Emily in Paris, et ce photomontage où l'on voit le roi Charles et le président Macron arpenter un Paris colorié de bleu et de rose. Alors que le Royaume-Uni cherche à réparer ses liens avec l'Union européenne, le nouveau souverain britannique entame ce mercredi donc une visite de 3 jours, précise Libération, pour renforcer cette fragile amitié et s'affirmer dans son rôle de monarque. Alors oui, il y a du bleu, il y a du rose, façon Emily in Paris, mais il y aura aussi du vert. Libération met en avant les profondes convictions écologiques du souverain britannique, ancrées bien avant leur légitimité d'aujourd'hui. Le roi Charles III rappelle en toute occasion l'importance des arbres, de la biodiversité et du climat, comme lorsqu'il avait donné une réception au palais de Buckingham juste avant la COP26 à Glasgow. Il le fera aussi pendant cette visite à Bordeaux et à Paris, y compris en clôture d'une table ronde ministérielle consacrée à ces sujets au Muséum national d'histoire naturelle. « Honni soit qui mal y pense », s'exclame encore Libé, car depuis son couronnement, le roi Charles III a tracé son chemin vers le cœur des Britanniques sans renoncer à ses idéaux, de quoi créer bien des envieux en France. On aurait tort de penser que la visite d'État de 3 jours qu'entame ce mercredi le couple royal se limite à l'apparat et aux mondanités, renchérit Le Figaro. Oui, de l'environnement à l'intelligence artificielle, de l'Ukraine au Sahel, les thèmes inscrits au programme sont éminemment politiques, même s'ils ne doivent filtrer que des déclarations publiques pesées au trébuchet. Et puis, relève encore Le Figaro, entre Charles III d'Angleterre et Emmanuel Macron, entre le souverain engagé et tenu à la réserve et le président au cap fluctuant, enclin à se mêler de tout, il y a comme un étrange jeu de miroir. Les 2 chefs d'État réputés entretenir de bonnes relations personnelles sont sur des trajectoires croisées, ascendantes pour le nouveau roi de 74 ans, généralement gratifié d'un sans faute dans l'épreuve de succession, qui est en train de décoller son étiquette de monarque de transition, alors qu'un étrange climat de fin de règne entoure le jeune vétéran de l'Élysée, privé de majorité parlementaire et dont les successeurs potentiels s'agitent déjà. Et le Figaro de s'interroger, lequel des deux donnera à l'autre les meilleurs conseils de stratégie. Pour Emmanuel Macron, les enjeux sont symboliques, complètent les dernières nouvelles d'Alsace. En recevant Charles III, il entend s'inscrire dans l'histoire tout en espérant dépasser son impopularité, les crises successives qui plombent sa gouvernance et les polémiques stériles. Le pari est encore une fois risqué pour le président. Si le roman monarchique continue de séduire une frange de la population, la figure du roi détonne dans une société inquiète pour son pouvoir d'achat. Le folklore a le lustre incertain. Enfin, Frédéric Lacroix s'intéresse à ces Français qui ont développé une passion pour les péripéties de la famille royale britannique et son histoire. Oui, Lacroix qui prend l'exemple de Louis,
28 ans, c'est en classe de 4e au contact d'une professeure d'anglais très british qu'il découvre la culture britannique et plus particulièrement la monarchie. Avant, c'était une fascination pour le spectacle, puis c'est devenu une fascination pour l'histoire britannique, détaille celui qui, des années plus tard, est à son tour devenu prof d'anglais. Il y a 2 ans, poursuit Lacroix, Louis a encore renforcé son lien intime avec la couronne britannique en se convertissant carrément à l'anglicanisme. Et il y a 1 an, il a fait la queue des heures durant à Londres pour se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth, impressionné par le fait de se tenir devant la dépouille du 2e monarque ayant régné le plus longtemps de l'histoire après Louis XIV. La figure d'Elisabeth II, qui a traversé le XXe siècle, joue en effet un rôle déterminant dans l'attachement à la monarchie britannique, assure toujours dans Lacroix Kevin Guyot, auteur d'un livre sur le prince William. D'ailleurs, s'amuse-t-il, les Français n'ont jamais été autant attachés aux monarchies des autres pays que depuis que Louis XVI a perdu la tête. Frédéric Couteau pour la revue de la presse française. Merci à vous. Vous revenez dans moins d'1 heure pour un coup d'œil à la presse africaine. 9h-5 à Paris, l'heure de notre détour par le Gondwana. C'est le sourire de Maman dans RFI Matin. Quand les choses ne se présentent pas bien au Gondwana, Maman, les autorités savent comment s'en sortir. Oui, les situations de la vie quotidienne, au bureau ou au sein du couple, ne sont pas les seules occasions où on a recours au fameux « c'est pas moi, c'est lui ». En politique, dans la gestion des choses de l'État, en haut de en haut, on entend ça très souvent, mais on ne le dit jamais de cette manière-là. Dans les hautes sphères, on l'appelle le fusible. Un fusible qu'on fait sauter quand ça va mal, comme le chien qu'on accuse d'avoir la rage pour mieux le tuer. Et c'est celui qu'on montre du doigt. Celui qui paye les pots cassés par d'autres, ceux-là même qui ne sont ni responsables ni coupables. Il est tout ça en même temps le « c'est pas moi, c'est lui ». Et aujourd'hui, les grandes d'œufs qui lui ont trouvé un autre nom, un autre blaze plus moderne, plus géopolitique, c'est les agents de l'étranger. C'est le nouveau bouc émissaire. Tu regardes à gauche puis à droite, tu cherches un coupable, mon ami. Ne te fatigue pas, accuse les agents de l'étranger. C'est ce qu'on appelle une solution 4x4 tout terrain, une solution qui marche à tous les coups, une réponse à tout. Le couteau suisse des situations embarrassantes. Par exemple, des informations un peu beaucoup sensibles sortent dans les journaux sur les intentions super secrètement secrètes de président fondateur concernant d'éventuelles violences physiques à l'encontre de la constitution gondwanaise. L'opposition qui embraye et prend la rue, Sergent s'en fout la mort des autres qui cognent et tirent dans le tas. Devant le tollé général, respect des droits de l'homme et tout ça, le ministre a des mots qui énervent les gens te sort automatiquement que tout ça, c'est de la faute des agents de l'étranger. Et quand on n'a rien à dire, c'est toujours les agents de l'étranger. Des opposants sont en prison ou en exil, des journalistes mal élevés sont ramenés à l'ordre, mais dès qu'une voix s'élève pour protester, pour rappeler le b.a.-ba, les fondamentaux de la vie au sein de la communauté internationale, elle devient tout de suite un agent de l'étranger. Quand la pluie tombe, jusqu'à faire des dégâts partout, sur les routes, dans les maisons, il n'y a pas de doute, c'est la faute des agents de l'étranger. Quand les virus font leur travail de virus dans les villes et villages gondwanais, des victimes par centaines, pas de dispensaires, pas de médicaments, c'est encore de la faute des agents de l'étranger. Quand les rebelles, les djihadistes et autres groupes armés font leur travail de groupes armés, c'est-à-dire des victimes par centaines, alors que l'armée est invisible, c'est encore et toujours la main des agents de l'étranger. Les moustiques qui piquent, le soleil qui chauffe, les trous dans les routes, la viande et le riz toujours plus cher, les agents de l'étranger, mon ami. Même cette chronique qui arrive déjà à son terme, alors qu'il y a plein de choses à dire, qu'est-ce que vous croyez? C'est encore les agents de l'étranger, hein? À demain. À demain, Maman, même heure et même antenne. Après le journal, dans RFI Matin, le représentant du président azerbaïdjanais pour l'émission spéciale répondra à Stéphanie Schuller au lendemain de l'offensive contre le Haut-Karabakh. Il nous dit les motivations de Bakou. Et vous l'entendrez, il nous dit que les opérations ne dureront pas. À tout de suite. L'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et le lieu unique, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invite à participer à la 11e édition des Géopolitiques de Nantes, les 29 et 30 septembre, au lieu unique à Nantes. Un rendez-vous annuel de tables rondes et de rencontres pour décrypter les défis stratégiques auxquels le monde est confronté. Plus d'informations sur le lieuunique.com, en partenariat avec RFI. Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles. Jean-François Cadet. Et si demain nous vivions en permanence et au sens propre sous le regard des autres? Cette société de la transparence absolue, Lydia Hassen l'imagine dans Panorama, son 3e roman, qui met en scène la disparition inexpliquée d'une famille. Une dystopie pas si impossible que cela et qui fait froid dans le dos. Vous m'en direz des nouvelles?
Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU. RFI. CSB Productions et RFI Talent présentent Sidi Bémol en concert. Le groupe algérien fait sa rentrée sur la scène du studio de l'Ermitage à Paris le 22 septembre à 20h30. Plus d'infos sur studio-hermitage.com.